C'est parti pour la séquence. Bruno Le Maire est un génie. Déjà un grand auteur, un homme dont la plume est enviée par toutes et tous. Mais c'est aussi, sachez-le, un génie de l'économie. Alors, il était en audition lundi devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Audition très attendue parce que, vous le savez, les finances publiques ont totalement dérapé. Dérapage des finances publiques, causé par le fait que les recettes, donc les rentrées d'impôts, les rentrées de taxes, d'impôts et de cotisations, les recettes sont moins importantes que prévu, égale Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, qui sont convoqués devant la commission des finances de l'Assemblée nationale pour avoir une petite discussion. Il y a eu ça, on va s'écouter ça, vous allez voir, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors non, je n'ai pas de regret sur une décision de suppression d'un impôt sur les Français. Je considère que quand on est un pays qui a le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, tout ce qui permet de réduire les impôts des Français va dans la bonne direction, notamment des ménages, notamment des classes moyennes, notamment de ceux qui travaillent. Moi, je vais vous dire très sincèrement, s'il y a un combat à livrer aujourd'hui, c'est le combat sur la taxation du 1% les plus riches qui peuvent, par toutes sortes de mécanismes fiscaux, échapper à l'impôt. Ah bon ? J'ai mené le combat sur la taxation des géants du numérique. Ça a été un combat extraordinairement brutal, difficile, que nous avons mené collectivement avec le soutien de tous les parlementaires. Et nous avons gagné. Nous avons mis en place une taxation sur les géants du numérique qui rapporte plus d'1 milliard d'euros à 3%. Nous sommes l'un des seuls États européens à l'avoir fait. Et ensuite, nous avons emporté la mise au niveau de l'OCDE. Là, on peut déjà arrêter cette vidéo parce que c'est tout à fait incroyable. Il commence en disant « il y a un combat à mener, c'est pour la taxation des 1% les plus riches ». Soit. Et il enchaîne en parlant de quoi? Des géants du numérique. Mais les géants du numérique, ça n'a rien à voir avec les 1% les plus riches. Quand il parle des 1% les plus riches, il parle des individus. Donc là, ce dont il parle, c'est de la taxation des individus. La taxation sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine. Et immédiatement après, de quoi parle-t-il? Il parle de l'impôt sur les sociétés. Et même pas l'impôt sur les sociétés en France. Il parle de l'impôt sur les multinationales. Soit dit en passant, il a raison. Évidemment qu'il faut davantage taxer les multinationales, les géants du numérique, et que c'est un combat incroyablement difficile parce que ces sociétés échappent à l'impôt par toutes les manières possibles et imaginables. Il faut une collaboration, une coordination européenne, c'est compliqué à mettre en place, c'est en train d'être fait, ça n'ira jamais assez vite. Bon, tout ceci est vrai, mais simplement là, Bruno Le Maire, dans un élan de malhonnêteté absolue, annonce qu'il va parler d'un sujet, la taxation des 1% les plus riches, en disant c'est vrai qu'il y a un problème là-dessus, pour immédiatement après parler de toute autre chose qui n'a absolument rien à voir, le hors-sujet le plus absolu, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés et même sur les multinationales. Si Bruno Le Maire avait fait ça en dissertation de philosophie, d'histoire, de sciences politiques, n'en parlons pas, bon, il se serait ramassé un bon 0 sur 20 avec marqué en gros et en rouge hors-sujet des eaux. Et non seulement c'est fallacieux, mais c'est totalement malhonnête. Vous voyez, c'est intéressant parce que les 1% les plus riches, les 1% les plus riches, il y avait un impôt, je crois me souvenir, c'est marrant, c'est marrant parce qu'il y avait un impôt, mais c'était il y a longtemps ça. Comment c'était déjà? Il y avait un impôt qui les ciblait, mais alors directement, enfin vraiment précisément, c'était... Ah oui, je me souviens, l'impôt sur la fortune! On avait précisément un impôt qui permettait de cibler les 1% de Français les plus riches. L'impôt sur la fortune. On rappelle que Bruno Le Maire, il est ministre de l'économie depuis le tout premier jour de la présidence Macron, depuis 2017. Donc on rappelle que c'est Bruno Le Maire qui a mis en place sa diminution, très nette. C'est Bruno Le Maire qui a été chargé de son évaluation. L'évaluation de la suppression de l'impôt sur la fortune a été pour le moins réservée. Les rapports qui sont sortis sur l'évaluation de l'impact de la diminution de l'impôt sur la fortune ont été pour le moins réservés sur les résultats obtenus. C'est un euphémisme. C'est Bruno Le Maire qui, année après année, n'a eu de cesse de répéter qu'il ne fallait pas y toucher, qu'il ne fallait pas augmenter l'impôt des Français, qu'on n'allait pas commencer à remettre un impôt qu'on avait supprimé. Alléger la fiscalité sur le capital pour que les entreprises puissent investir plus et créer plus d'emplois, je continue à penser que c'est une bonne politique et les résultats sont là pour le prouver. Alors même que des voix s'exprimaient jusqu'au sein de son propre camp pour dire on a peut-être fait une connerie quand même les gars là. Y a des économistes qui nous disent que c'était pas la meilleure idée. C'est Bruno Le Maire qui jusqu'au bout s'est arc-bouté sur son ISF pour, au final, maintenant qu'il ait pris la main dans le sac à avoir dégradé les finances de l'État,
Parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a baissé les impôts de tout le monde, y compris ceux qui n'avaient pas besoin d'en payer moins, ceux qui pouvaient s'acquitter d'impôts bien supérieurs. Il a baissé les impôts de tout le monde et il s'étonne que les recettes ne suivent pas. C'est vrai, pardon. En fait, c'est de la faute des collectivités territoriales qui ont immédiatement dit que c'était complètement faux et qu'il n'y avait pas de dérapage des finances des collectivités locales et que si dérapage il y a, c'est pour des transferts non financés de la part de l'État. Mais voilà. Mais c'est de la faute des collectivités territoriales, c'est de la faute des fonctionnaires qui font trop d'arrêts de travail, c'est de la faute de la conjoncture qui a été exceptionnellement mauvaise. Bref, c'est de la faute de tout le monde, sauf de ceux qui gèrent les finances de la France depuis 2017. Et bah bravo! Eh ben bravo. Derrière, quand tu leur dis mais il y a quand même un problème, ils te disent oui, il aurait fallu taxer davantage les 1% les plus riches. Ah bon? Il aurait fallu parler de la flat tax sur les revenus des dividendes, puisque les revenus des dividendes sont beaucoup moins taxés depuis 2017. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui touchent le plus de dividendes, c'est sans le moindre doute les 1% les plus riches parmi les Français, et encore plus les 0,1 et encore plus les 0,001% parmi les Français. Bref, ceux-là même dont Bruno Le Maire se dit « Il aurait peut-être fallu les taxer un peu plus, mais... Ah !» Ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, si on revient en termes vraiment purement économiques, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation paradoxale d'avoir une croissance conforme aux prévisions et des recettes inférieures à ce qui était attendu? C'est pas seulement parce que le gouvernement a baissé les impôts. Parce que ça, les baisses d'impôts, elles sont intégrées aux prévisions. C'est parce que ce qui n'a pas marché, c'est le fait de se dire si on taxe moins les entreprises et les individus, ils vont davantage investir dans l'économie et ça va faire plus de croissance. Le projet que nous défendons, il est juste et il sera efficace parce qu'il permettra à nos entreprises d'avoir plus de capital pour investir, innover et donc créer des emplois demain. Cette hypothèse porte un nom, ça s'appelle le ruissellement. C'est marrant parce que le ruissellement, ça fait depuis 2017 qu'il y a des économistes qui disent que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, qu'en fait, si tu taxes moins les individus, ils vont peut-être réinvestir une petite part dans l'économie, mais ils vont aussi aller s'acheter des yachts, ils vont aussi s'acheter des appartements, faire du rachat d'actions pour faire travailler leur argent, bref, ils vont faire tout ce qui ne fait pas réellement fonctionner l'économie. C'est marrant, hein? Parce que ça, il y a des économistes qui l'ont dit en 2017, et donc c'est là où on arrive dans quelque chose qui est absolument insupportable, c'est de voir Bruno Le Maire qui a, mais alors, échoué de manière pathétique dans la mission qui était la sienne, qui était de relancer l'économie française, de voir cet homme-là s'accrocher aujourd'hui à toutes les excuses qui permettent de dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute des fonctionnaires qui sont des fainéants et qui s'arrêtent trop, c'est de la faute des collectivités locales qui gèrent mal leur argent, et maintenant, c'est de la faute des 1% des plus riches qu'il aurait fallu davantage taxer, que c'est nous qui avons décidé de moins les taxer, mais bon, tant qu'on ne me fait pas la remarque, c'est bon, y a pas faute, ça joue. Ça rend fou, hein. La prochaine bataille, elle est menée par des économistes qui ne sont pas du tout proches de ma famille de pensée politique. C'est Gabriel Zucman, par exemple, c'est Esther Duflo, mais je les ai soutenus et je soutiens mon homologue brésilien qui a mis sur la table du G20 une proposition de taxation des plus grandes fortunes. Mais c'est ça le vrai combat, c'est ça le bon combat, à mon sens. C'est la fiscalité internationale. On ne peut rien faire en France, on organise évidemment l'impuissance de l'État, on explique que la taxation des plus hauts revenus, ça doit être européen, si c'est pas européen, ça n'est pas possible, et donc on ne fera rien, on continuera au contraire à baisser les impôts. Puisqu'on parle de Bruno Le Maire, hein, j'aimerais que nous lisions ensemble un article que j'ai lu cet été, il est sorti il n'y a pas très longtemps, et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est une tribune publiée au Nouvel Obs par Guillaume Duval, qui a été rédacteur en chef d'Alternative économique. Emmanuel Macron a redressé économiquement la France? Vraiment. La France a commencé à se réindustrialiser, il serait fou de changer de politique, cet argument a été souvent brandi pour écarter le nouveau Front populaire de Matignon. Il n'existe cependant absolument aucun redressement de l'économie française qui résulterait de la politique d'Emmanuel Macron. Au contraire, la compétitivité française a continué de se dégrader depuis 7 ans. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer l'évolution de l'économie entre 2017 et aujourd'hui avec celle de ses voisins européens. Vous allez voir, c'est passionnant. L'emploi a progressé en France, c'est vrai, comme ailleurs. En 2023, la France comptait 6,7% d'emplois de plus qu'en 2017, grosse réussite. C'est une inflexion majeure et il y a bien sûr tout lieu de s'en réjouir. Mais sur ce plan, il ne s'est rien passé de particulier en France par rapport à ce qu'on a pu
observé chez nos voisins européens. L'emploi a augmenté chez nous exactement comme dans la moyenne de la zone euro. Et sur les 27 pays de l'Union européenne, 12 ont vu l'emploi s'accroître davantage qu'en France au cours de la même période. La politique d'Emmanuel Macron n'a certes pas joué contre cette tendance générale, mais elle n'a pas eu non plus d'impact positif majeur repérable. Regardez ce graphique qui est éloquent. Variation de l'emploi entre 2017 et 2023 en pourcent. Vous voyez que la France a effectivement vu l'emploi progresser de 6,7%. C'est moins bien que, regardez, la Finlande qui fait un peu mieux que nous, la Hongrie qui fait un peu mieux que nous, la Belgique qui fait bien mieux que nous, la Grèce, l'Espagne qui fait 12,5%. Donc on voit que c'est vrai que la France a vu le chômage reculer nettement. Mais pas du fait de l'action d'Emmanuel Macron, du fait d'une conjoncture internationale dont on voit les bénéfices dans quasiment tous les pays d'Europe et dans certains pays d'Europe bien plus qu'en France. La production industrielle a stagné. Quand il est question de redressement, l'évolution de l'emploi total n'est pas l'indicateur le plus pertinent. Eurostat mesure chaque trimestre l'évolution de la production industrielle en France et dans le reste de l'Europe. Avec ces données, on ne constate aucun redémarrage de l'industrie en France. Avec une baisse de 2,4% de la production industrielle, la France est même un des rares pays européens où cette production recule en 7 ans. 22 des 27 pays de l'Union ont fait mieux que nous sur cette période. Regardez-moi ça, c'est tout à fait éloquent. La France voit la production industrielle reculer. Dans le même temps, l'Union européenne, la production industrielle progresse de près de 5% en moyenne. C'est même pas le pire. 3. Les comptes extérieurs du pays ont continué de se dégrader. L'un des objectifs centraux du redressement est de limiter les déficits extérieurs. Vous avez ici représenté la balance commerciale de la France depuis 1960. Vous voyez que sous Emmanuel Macron, on atteint moins 4 points de PIB en déficit de la balance commerciale. C'est effectivement au niveau du pire que l'on avait atteint auparavant, c'est-à-dire en 1982. Notez que pendant toute la durée de la présidence d'Emmanuel Macron, la balance commerciale aura été négative. Et surtout, la France est l'un des seuls pays européens à afficher ainsi durablement un déficit extérieur. Sur les 7 dernières années, seuls 3 pays de l'UE sur les 27 ont affiché des déficits cumulés plus importants que nous rapportés à leur PIB. Regardez-moi ça, vous avez ici la balance commerciale cumulée entre 2017 et 2023 pour l'Union européenne. La moyenne de l'Union européenne est à 19 points de PIB d'excédent dans la balance commerciale. La France est à moins 13. En dessous, on a la Slovaquie, la Grèce et Chypre. Et enfin, l'endettement public s'est nettement accru. Cerise sur le gâteau, ce brillant résultat en matière de redressement économique a été obtenu grâce à un surcroît significatif d'endettement public. C'est-à-dire que non seulement les performances économiques, industrielles de la France sont lamentables, mais en plus, tout cela s'est fait avec, dans le même temps, un accroissement de l'endettement public. Et vous avez ici l'endettement public brut en point de PIB entre 2017 et 2023. Vous voyez que la France a vu son PIB, enfin sa dette, s'accroître de 12 points de PIB. Nous atteignons aujourd'hui, en termes de déficit public, des niveaux qui commencent à évoquer ceux de la période Covid, alors même qu'il n'y a aucun caractère exceptionnel ou particulièrement dramatique à la période que nous vivons aujourd'hui. L'excuse qui consiste à dire « Oui, mais c'est la faute au Covid. Oui, mais c'est la faute à l'inflation. Oui, mais c'est la faute aux crises. Oui, mais c'est la faute à la conjoncture. » Tout ça est nul et non avenu. Il suffit de regarder ce qu'ont fait les autres pays de l'Union européenne dans le même temps. Ils ont moins endetté leur pays, voire désendetté leur pays. Et en parallèle, ils ont davantage relancé réellement leur économie, c'est-à-dire relancé l'industrialisation de leur économie. Voilà la conclusion de Guillaume Duval. Non seulement la politique d'Emmanuel Macron n'a entraîné aucun redressement productif perceptible, mais elle a contribué au contraire à dégrader davantage les comptes extérieurs du pays tout en accroissant significativement son endettement public. Alors vous allez me dire, où est passée la dette? La France a accru sa dette. Donc on continue de dépenser de l'argent sans voir de véritable relance de son industrie, voire pire, une industrialisation qui reste en berne, et avec des services publics qui continuent de se dégrader. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que où part l'argent si on a dans le même temps un endettement qui se creuse? Donc on en dépense de plus en plus. Une industrialisation qui ne se relance pas. Et des services publics qui se dégradent. Mais où donc passe l'argent? Peut-être
Je dis bien peut-être. Peut-être que les baisses d'impôts étaient pas toutes justifiées. Voilà, peut-être qu'à force de moins en moins imposer en demandant aucune contrepartie, peut-être qu'on se retrouve avec un pays aux finances dégradées, une industrie qui n'a pas été relancée malgré les grands discours, et pour finir, petite cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, des services publics ravagés. Voilà, peut-être, mais moi je ne sais pas. Mais bon, c'est pas de la faute de Bruno Le Maire, hein. Ça n'est pas de sa faute, par pitié, foutez-lui la paix. Après, c'est un auteur. Bruno Le Maire, c'est avant tout un écrivain, hein. Un livre par an en moyenne, des pavés, hein, en plus de plusieurs centaines de pages. Bruno, c'est avant tout un artiste un peu maudit qui n'est pas encore sûr de pouvoir réellement vivre de son art et donc qui a gardé un emploi alimentaire. Voilà. Peut-être s'il avait écrit un peu moins de livres et regardé un peu plus ce qui se passait dans l'économie française, il serait passé à autre chose. Mais après tout, on va pas refaire l'histoire, hein. Voilà. Puis maintenant, il est démissionnaire. Il va pouvoir écrire des nouveaux livres avec des nouvelles métaphores. On attend ça avec impatience.